mais de trouver un moyen, peut-être de trouver la solution en imaginant que tu puisses le trouver en tout cas, de positiver cette situation. Par exemple, d'imaginer à long terme le côté positif de cette situation. Même si j'entends que c'est pas facile, j'entends, d'accord, et je le comprends. Positiver cette situation en me disant, ok, aujourd'hui, je me trouve dans cette situation-là, mais qu'est-ce que ça va engendrer de positif? Parce que dans les situations, dans l'environnement, dans la vie en général, dans une situation qui est désagréable, il y a toujours autant de positif que de négatif. Même si parfois on a du mal à comprendre le positif, on a du mal à trouver le positif, il est là. À un moment ou à un autre, il est là. Combien de personnes, par exemple, que j'ai accompagnées, qui, après s'être fait virer ou après avoir quitté leur travail, dans la situation se retrouveraient complètement en stress et en ayant quitté leur travail se disent « Ah mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de quitter ce travail. » À combien de personnes c'est arrivé de ressentir ces émotions-là? Sur le moment, se sentir mal, oppressé, pas bien, stressé, angoissé, en colère, culpabilisant, etc. etc. Et une fois que tout s'est arrêté, que la personne a pu prendre du recul, faire le deuil du travail, se disent oh, mais pourquoi je ne suis pas partie avant? Pourquoi je ne suis pas partie avant? Eh bien c'est ça, trouver le positif dans la situation. Vraiment. Certains événements sont souvent déclencheurs de maladies comme un divorce, le départ à la retraite, un déménagement, un mariage. Alors c'est très intéressant d'avoir pris exactement, complètement tous ces exemples parce que en réalité, tous ces exemples ne sont que des petites morts. Okay. Ça peut paraître violent comme ça, mais ce ne sont que des petites morts. Le divorce, c'est une petite mort, on se sépare de quelque chose, enfin on met un terme, une rupture définitive à quelque chose. Un départ, on met une rupture définitive à quelque chose. La retraite, on met une rupture définitive à quelque chose. Un déménagement, on met une rupture définitive à quelque chose. Et un mariage, on met une rupture définitive à quelque chose. Et c'est en ça que tous ces événements en fait sont souvent déclencheurs d'émotions et donc de maladies. Parce que c'est difficile de mettre un terme, de faire le deuil. En fait, c'est vraiment des deuils. Hein, c'est vraiment des deuils. Faire le deuil d'une situation. Et il y a des personnes qui ont du mal comment dire, positiver, ou en tout cas à trouver le positif dans une rupture, dans un arrêt, dans une petite mort. Parce que la personne se focalise sur ce qu'elle n'a plus, et elle ne se focalise pas sur ce qu'elle a, ou sur ce qu'elle trouve, sur ce qu'elle gagne. Voilà. Elle va focaliser vraiment que sur le négatif. Et donc, par exemple, le divorce, c'est oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, ça va être l'horreur. Et puis avant, finalement, c'était pas si mal que ça. Et puis aujourd'hui, je vais me retrouver seule. Et puis en fait, j'ai pas envie d'être seule, etc., etc. La personne va focaliser sur le négatif. Vraiment sur ce qu'elle perd. Elle perd peut-être une situation stable, elle perd peut-être la sécurité, elle perd peut-être quelqu'un qu'elle aimait, elle perd peut-être une famille soudée ou pas, enfin je sais pas, voilà. Et donc elle perd quelque chose. Et elle va focaliser là-dessus en fait, au lieu de focaliser sur les bénéfices. S'il y a un divorce, il y a toujours du bénéfice, quoi qu'il arrive de toute façon, même si ça peut être douloureux, je l'entends, mais il y a du bénéfice. Voilà. Et ça, c'est important. Les départs à la retraite, c'est pareil. Une personne qui a travaillé pendant 40 ans dans son travail et que du jour au lendemain, on lui dit « bon, bah c'est terminé », c'est difficile. C'est un deuil, c'est une mort. C'est-à-dire que c'est la mort de la personne qui travaillait, c'est la mort du salarié, c'est la mort de l'employé. Attention, hein, quand je dis mort, je veux dire rupture. Je ne veux pas dire que la personne va mourir. Je veux dire rupture. Rupture de la carrière. Rupture de l'imaginaire que l'on a de la personne que l'on est parce qu'on s'identifie directement à son travail. Voilà. Quand on est au travail, on s'identifie au travail. On est, et on le dit, quand on dit fais quoi dans la vie, je suis. Je suis enseignant, je suis électricien, je suis médecin, je suis secrétaire, je suis coiffeur. On s'identifie directement à son travail. Donc, le jour où on ne l'est plus, ou en tout cas qu'on considère qu'on ne l'est plus, alors il nous manque quelque chose. On a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. Et c'est ça qui engendre les émotions et donc les maladies.
il est peut-être difficile de voir le positif car le cerveau aime rester dans sa zone de confort. Oui, non, c'est pas tant le cerveau qui aime rester dans sa zone de confort, c'est plutôt nous. C'est difficile de sortir de sa zone de confort, bien sûr. Après, là, c'est intéressant de se dire qu'en sortant de sa zone de confort, en fait, on entre dans une zone de confort. On a toujours l'impression que la zone de confort est quelque chose de confortable, alors qu'en réalité, la zone de confort est tout sauf confortable, c'est même très inconfortable, puisque c'est ce qui nous fait générer des émotions négatives. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime pas trop le terme zone de confort parce que c'est connoté rester dedans parce que ça fait du bien. Alors qu'en réalité, une zone de confort nous empêche, enfin, vouloir rester dans une zone de confort nous empêche d'avancer parce qu'elle nous empêche d'avoir des objectifs tout simplement parce qu'on a peur de se fixer des objectifs en se disant qu'on va être mieux là où on est dans le connu en fait. La zone de confort c'est le connu. Et en réalité, on a l'impression que l'inconnu c'est le confort. Mais l'inconnu, eh bien, c'est ce qui nous permet d'apprendre, de grandir, d'évoluer, de devenir les personnes que l'on est devenues au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on a pris des risques, tout simplement parce qu'on a choisi de sortir de la zone de confort. C'est pour ça que le terme zone de confort me va pas très bien. Pour moi, ce serait plutôt zone d'inconfort. Tout simplement parce qu'on génère des émotions négatives à y rester. Le sentiment de ne pas être utile, le sentiment de perdre le sens de la vie, le sentiment des baisses de motivation, sentiment de manque de reconnaissance. Tout ça, c'est tout simplement parce qu'on fait le choix de rester dans sa zone de confort. Et j'ai bien dit, on fait le choix de rester dans sa zone de confort parce que personne n'oblige personne à rester dans une zone de confort. On fait le choix de vivre sa vie et malgré toutes les contraintes qui peuvent exister à l'extérieur, c'est un choix. Et on a tous le choix de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, malgré que ça puisse être difficile, ou en tout cas que ça puisse paraître difficile ou inatteignable sur le moment. Même si on n'atteint pas l'objectif en tant que tel, ça va nous transformer, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer et donc par conséquent d'avancer et de s'en sentir heureux. Mais ça, ce sera pour un prochain live sur la motivation, que je vous promets très intéressant aussi. Voilà. Peux-tu nous parler du sommeil, technique d'endormissement? Alors ce que je disais pour le sommeil, ce qui est intéressant, j'en avais parlé lors du dernier live, ce qui est intéressant c'est avant de dormir, alors déjà, toutes les personnes qui font du sport et qui vont se coucher tout de suite après, c'est pas bon parce que vous avez déclenché des hormones qui vont exciter votre organisme et donc par conséquent vous n'aurez pas envie de dormir. Voilà. Ce qui est intéressant de faire déjà, c'est de faire du sport 3 heures avant minimum de s'endormir. Pas après. Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez mettre 3 jours à vous endormir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de positiver vraiment sur votre journée. Qu'est-ce qui a été bien dans ma journée? Voilà. Et focaliser uniquement sur ce qui est bien, pas ce que vous allez faire demain. Parce que l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Et donc, par conséquent, si l'inconnu fait peur et qu'on pense à l'inconnu et qu'on pense à demain, alors on va générer du stress. Et si on génère du stress, alors on va mal dormir. Parce que les personnes qui dorment mal n'ont pas des problèmes de sommeil en tant que tel, enfin, sauf les personnes insomniaques. Mais en réalité, les personnes qui dorment mal sont des personnes stressées. Hein. C'est des personnes qui ont généré du stress dans la journée et donc qui évacuent leur stress pendant la nuit et donc se réveillent la nuit. C'est, vous savez, le fameux oh, j'ai eu un sommeil agité. C'est exactement ça. Hein. C'est une accumulation de stress qui a fait que ça nous a empêchés de dormir. Donc le meilleur moyen, c'est d'évacuer ses émotions avant de se coucher, mais bien avant de se coucher. Positiver sur la journée et pas se projeter, simplement rester dans le présent. Écouter des musiques agréables, on peut penser que ça peut être le remède miracle, mais pas du tout. En réalité, c'est juste que ça va mettre votre cerveau dans une dynamique positive en fait. Et d'écouter des musiques calmes va générer et va libérer des hormones qui vont favoriser et valoriser l'endormissement en fait. C'est pour ça en fait que d'écouter des musiques calmes le soir plutôt que des musiques un peu violentes qui vont exciter l'organisme. Là, au contraire, ça va vous permettre de respirer, de vous poser. Et j'en viens à cette dernière clé qui est la respiration. La respiration, c'est absolument génial. Respirez par le ventre. Et puis, pendant que vous faites la respiration,
prendre conscience de tout son corps. C'est-à-dire commencer par les pieds, faites-le, ressentez les orteils, testez, ça c'est une méthode absolument géniale. Testez-la ce soir et demain, dites-moi si vous vous souvenez à quel moment vous êtes endormi ou à quel moment vous avez commencé à ressentir l'endormissement. Vous allez voir, vous n'allez pas vous en souvenir, c'est absolument génial. Vous allongez tranquillement et puis vous commencez à ressentir vos pieds. D'abord vos pieds, vos orteils, chaque orteil. Et la pression que chaque orteil exerce les uns sur les autres. Okay. Ensuite, vous allez commencer à ressentir toutes les parties de votre corps, de vos pieds, pardon, que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, c'est-à-dire la voûte plantaire. Vraiment, vous attardez, portez toute votre attention sur la voûte plantaire. Je sais que vous êtes en train de le faire là. Sur les talons, sur le tendon d'Achille, sur la cheville. Et remontez comme ça, doucement, en ressentant vraiment chaque partie de votre corps et de l'imaginer à se détendre encore plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà. Et vous allez voir, c'est absolument génial pour s'endormir. Voilà. Suite à des décès très blessants, je rejette la tâche aux personnes par peur de les perdre et de souffrir. Cela est-il normal? L'hypnose peut-elle m'aider? Alors, suite à des décès très blessants, ça veut dire que, au vu de la manière dont tu écris ton message, ça veut dire que les deuils ne sont pas faits. Il est peut-être intéressant de faire le deuil de ces personnes, de ces personnes et de l'attachement que tu as à ces personnes. Et puis, parfois on pense que la raison pour laquelle parfois on pense que la raison pour laquelle on rejette les gens, par exemple, comme dans ton exemple, c'est pour telle ou telle raison, mais en réalité c'est pour toute autre chose. Parfois, on pense que un mal vient de quelque chose, mais en réalité, ça vient de bien plus loin, ça peut être beaucoup plus profond, ça peut être généré par des blessures beaucoup plus anciennes, et on n'en a pas conscience. Donc la question, je ne dis pas que ça ne vient pas de ça, hein. Je n'en sais rien, il faudrait encore une fois creuser la question et avoir un accompagnement. Donc je sais pas, je me positionnerai pas sur ça. En tout cas, ce que je dis, ton propos permet simplement de développer un argument qui est celui-ci, que parfois on peut penser que la souffrance vient de quelque part, alors qu'en réalité ça vient d'ailleurs. Là, il y a certainement un deuil à faire, bien sûr, même plusieurs d'après ce que j'ai compris, mais peut-être que c'est autre chose. La question, c'est toujours de savoir quoi. Et en quoi ça nous fait du bien. Il y a toujours un bénéfice à ressentir des émotions désagréables. Hein. Tout le monde a un intérêt à ressentir des émotions désagréables. Les gens qui focalisent sur le mauvais, les gens qui focalisent sur les situations négatives, ou en tout cas qui ne perçoivent que le négatif dans l'environnement ou dans leur environnement extérieur, sont des personnes qui trouvent un intérêt à ressentir ces situations négatives. Sinon, elles chercheraient à aller mieux. Donc si elles cherchent à ne pas aller mieux, ça signifie qu'il y a du positif à ne pas aller mieux. La question est de savoir qu'est-ce qui est positif dans cette situation-là. Voilà. Je ne tape pas sur les doigts de ces gens-là, hein. Je dis juste que il y a toujours du positif, il y a toujours une raison, un intérêt à aller chercher du négatif dans une situation, parce que parfois il y a des personnes qui ont besoin de se sentir dans des situations négatives pour se sentir heureuses. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec le message sur les deuils, hein. C'est vraiment une aparté, hein. Faut pas faire l'amalgame. Voilà. Avez-vous quelques conseils pour travailler sur la confiance en soi, justement pour oser sortir de sa zone de confort, car c'est stressant aussi du coup de se lancer. Oui, c'est stressant de se lancer, mais c'est ça qui est bien. Un conseil que je peux te donner, il y a, alors je ne sais plus, j'ai plus son nom en tête, Brian Tracy, qui disait le meilleur moyen d'avoir confiance, c'est d'agir comme si on avait déjà confiance en soi. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Agir tous les jours. Je te conseille de faire des petites choses que tu n'aurais pas l'habitude de faire.
C'est-à-dire, par exemple, te mettre dans des situations inconfortables qui te déstabilisent un petit peu, qui te font perdre l'équilibre, mais tu peux quand même redresser la barre. Et petit à petit, accentuer ces situations pas confortables pour pouvoir en faire toujours plus. Comme par exemple, il y a des personnes qui n'osent pas parler en public. Donc commencer par demander au restaurant quelque chose, et puis passer un coup de fil qu'on n'aurait pas passé parce qu'on a peur de le passer, et puis enfin voilà, faire des petites situations comme ça au quotidien qui nous font sortir de la zone de confort pour ensuite chercher à faire plus, toujours plus, et pour atteindre son objectif. Ça, c'est absolument génial pour gagner en confiance en soi. Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, on peut prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site Hypnosport. Donc, hypno comme hypno, Hypno, et sport, SPO2R. Voilà, Hypnosport. Et puis là, il y a un onglet hypnose. Et puis là, on peut prendre rendez-vous. Donc, Hypnosport. YHPNOSPO2R. Voilà. As-tu une astuce pour préparer le corps à la douleur des coups en boxe? Le meilleur moyen de ne pas avoir mal en boxe, c'est de ne pas prendre de coups. Ça me fait toujours sourire les gens qui disent comment on peut faire pour encaisser les coups. Le meilleur moyen en fait, c'est de faire en sorte de ne pas les encaisser. Maintenant, on développe une résistance à la douleur au fur et à mesure des entraînements, mais c'est toujours quelque chose que je comprends pas trop vous avez vu Nala, qui est que chercher à plus avoir mal. En fait, chercher à vous protéger plus. Voilà. Et puis, la résistance se développe au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure des entraînements. On apprend à résister à la douleur. On apprend à résister à la douleur à force de faire. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Si vous avez... Alors, le prochain live que je ferai de ce type-là, ce sera sur la motivation. Le processus de motivation, comment on se motive, comment on reste motivé, etc. Voilà. Cette vidéo, évidemment, je vais la partager en live pour 24 heures. Et puis ensuite, il n'est pas impossible que je la mette sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez la revoir. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée pour ceux qui ne sont pas en France, très belle soirée pour ceux qui sont en France, bon appétit et je vous dis à demain à 18h30 pour la séance d'assouplissement tous ensemble et merci à tous d'avoir été présents, merci pour vos questions, merci de me suivre, merci pour tout. Voilà.